Chers collègues, chers amis, merci pour votre présence aujourd'hui à la deuxième séance du séminaire Spinoza Paris 8 de cette nouvelle année, donc 2021-2022, où nous recevons donc Marta Libertà de Bastiani pour un sujet sur les lettres de Spinoza, histoire, philosophie et langage. Donc, comme notre collègue ici présente est italienne et très jeune, donc elle n'est pas encore extrêmement connue, enfin de nous en tout cas, nous demandons justement qu'à la connaître mieux. Et comme Nicolas donc Maté, qui donc rédige une thèse sur Spinoza, la question de l'éducation, s'est chargé en gros principalement de l'invitation de Marta Libertà, eh bien je vais lui laisser dire quelques mots. Et donc je reviendrai ici après l'exposé de notre collègue pour modérer la discussion. Voilà, quelques mots de présentation. Donc, on est ravis d'accueillir Marta, donc Libertà de Bastiani. On prolonge de cette façon l'ouverture d'accueil, la tradition d'accueil du séminaire, qui entend ouvrir ses portes aux chercheurs, aux universitaires du monde entier. Donc ça fait suite à la rencontre que nous avions faite ici même avec Cristina Zaltieri, qui est une universitaire de Milan, voilà, qui avait travaillé sur les rapports entre Spinoza et Nietzsche, qui nous avait présenté ses travaux, qui nous a mis en contact avec Marta. Je peux rappeler ici que la tradition de recherche italienne sur Spinoza est ancienne, et au moins aussi importante que la tradition française. Voilà. Je rappellerai le nom d'Emilia Biancotti sur le lexique Spinoza, qui a fait date avant toutes les versions numériques, texte et hypertexte. Donc Marta a dirigé un ouvrage collectif sur la correspondance de Spinoza. Voilà. Elle a rédigé sa thèse en partie en France auprès de Pierre-François Moreau à l'Université de Lyon. Et ses prochaines recherches, d'après mes informations, seront consacrées à la politique de Spinoza. Donc on va laisser la parole et on aura un temps d'échange après son intervention. Je précise que s'il y a des fautes en français, elles seront faites parce que j'ai aidé Marta à passer l'italien en français. Voilà, donc de l'indulgence et bienvenue Marta. Merci. C'est à vous. Je m'excuse avec vous pour lire mon intervention, mais mon français n'est pas suffisamment bon. Donc, on commence. Bonsoir à tous et à toutes. Avant de commencer, je voudrais remercier Charles Raymond, bien sûr, pour son invitation en général pour cet important séminaire que j'ai eu la chance de suivre pendant que j'étais en thèse à Lyon. Donc, c'est vraiment un plaisir. Je remercie également Nicolas Maté pour l'organisation et pour avoir lu ces textes. Je tiens à remercier aussi, même s'ils ne sont pas ici, ma collègue Sandra Manzi et tous ceux qui ont contribué à ces petites œuvres. Giovanni Licata, Roberto Bordoli, Cristina Santinelli, Daniela Bostrenghi, Maxime Rovert, Jacques-Louis Lantoine, Mariana De Gainza, Cecilia Abdo Ferez et Diego Tatiana. Finalement, un merci tout particulier à Daniela Bostrenghi et Cristina Santinelli qui ont permis la publication matérielle du livre avec les ressources de l'Université d'Urbino. Donc aujourd'hui, je vous parlerai de l'ouvrage que j'ai écrit avec ma collègue, Sandra Manzi, Amici Colende, temi, storia e linguaggio nell'epistolare spinoziano. Si vous voulez passer les copies, peut-être, elles sont là. Amici Colende est une expression latine qui signifie ami digne de respect et d'être honoré. L'ouvrage est entièrement consacré à la correspondance de Spinoza. Comme l'indique son sous-titre, je vais vous présenter trois perspectives différentes, celles que Sandra et moi-même avons choisies pour analyser cette correspondance spinozienne, son langage, son histoire et sa philosophie. Avant d'aborder le livre lui-même, je voudrais dire quelques mots de son origine. Voilà désormais presque 10 ans, donc à partir de 2013, une nouvelle société spinoziste italienne a commencé ses travaux. À l'origine, la Società Spinozana a été fondée en 1920, entre autres par Karl Gebhardt. En ce qui concerne l'Italie, les études spinozistes avaient pour centre l'Université d'Urbino, grâce au travail, comme disait Nicolas avant aussi, principalement d'Emilia Giancotti, et sa revue de diffusion qui s'appelait Studia Spinozana. Toutefois, en 2013, le Studia Spinozana n'existait plus.
et un petit groupe de jeunes spinozistes, a ressenti le besoin d'un espace de discussion autour de la figure de Spinoza. Notre volonté était de construire un espace libéré des mécanismes, parfois déprimants, de l'académie. On voulait, pour le dire autrement, aller où discuter et se confronter ouvertement entre amis, entre personnes qui n'étaient pas forcément professeurs ou doctorants, mais aussi de simples particuliers intéressés par la philosophie de Spinoza, sans peur du jugement ni ambition de carrière. Ce petit groupe de jeunes spinozistes, parmi lesquels on peut citer Francesco Toto, Andrea San Giacomo, Giovanni Croce, Daniele D'Amico, Saverio Mariani, Roberto Marrama, Sandra Manzi, il y a plus, mais ce ne sont que des noms de premières, s'est retrouvés presque en secret. Ainsi, la société s'est restée longtemps inconnue de tout le monde. Par ailleurs, en 2017, alors que la société était bien active et les discussions de plus en plus intéressantes et fructueuses, on a pensé que le moment était venu de l'ouvrir au public, de la faire connaître et de l'élargir à tous ceux qui pouvaient être intéressés. Pour cette raison, on a pensé annoncer publiquement notre existence avec une journée d'études consacrée aux lettres de Spinoza. Pourquoi prendre la correspondance pour thème? En premier lieu, les lettres nous semblaient représenter exactement l'espace qu'on désirait créer. Vous le savez bien, Spinoza lui-même refuse le poste qui lui était offert par l'université de Heidelberg, mais il trouve avec ses correspondants un espace de discussion lui permettant de partager ses connaissances avec tous ceux qui étaient des sincères amis de la vérité. Les amis du cercle d'Amsterdam lui posaient des questions, l'interrogeaient sur des problématiques issues de leur rencontre à propos de cette philosophie étrange, bizarre, combattue, que Spinoza ne communiquait d'ailleurs pas autrement. Quel texte de Spinoza pouvait le mieux nous représenter que ces lettres? Beaucoup, comme Spinoza invitait tous ceux qui étaient vraiment intéressés à discuter avec lui et à lui écrire, on a voulu, moyennant ces gestes, accueillir nos amis présents et à venir. De là le titre Amici Colende. L'achat des lettres se comprend ainsi à partir d'un donné biographique et affectif, mais ne se réduit pas à cela. En effet, pendant nos études, on s'est rendu compte que, parmi les écrits de Spinoza, les lettres restaient souvent en dehors de la littérature secondaire. Peu lues, peu étudiées, parfois seulement mentionnées. Les lettres restaient là comme s'il s'agissait d'une tasse fissurée que l'on n'ose pas jeter, mais qu'on n'utilise pas. Combien d'entre vous ont lu toutes les lettres? Toutes. De Spinoza. Personne. C'est pas vrai. Ok. Bon, c'est pas mal. Ok. Moi, par exemple, je n'avais pas lu toutes les lettres lors de ma mémoire de licence. Donc, c'est pas mal. Toutefois, les lettres ne se méritent pas de rester dans ce placard à balai où on les a mises. Au contraire, elles nous donnent beaucoup d'informations à propos du langage, de l'histoire et de la philosophie spinozienne, comme la présentation des 3 perspectives d'analyse retenues va le montrer. Au fur et à mesure, je vous présenterai leur entrelacement et vous pourrez apprécier, j'espère au moins, les manières selon lesquelles ces axes d'analyse sont utilisés par les auteurs qui ont contribué à ce petit volume. En premier lieu, le langage. En laissant le langage spinozien change dans le temps. Des mots disparaissent, d'autres apparaissent. Un exemple suffira, le mot contrat. Grâce aux lettres, on peut parfois retracer ce parcours, voir comme le langage spinozien se modifie année après année. Le temps n'est pas la seule variable. Le langage du Spinoza des traités est bien différent du langage de celui de l'éthique, qui, à son tour, est bien différent de celui des lettres. On pourrait être tenté de classer les lettres du côté du langage des traités, étant donné qu'elles ne suivent pas le style géométrique de l'éthique. Toutefois, cela ne serait vrai que partiellement. Il n'y a pas d'autres textes de Spinoza dans lesquels on peut apprécier une telle variété de langage et de styles de communication et d'expression. Dans ces lettres, Spinoza est parfois le philosophe géomètre qui explique et critique avec rigueur, et parfois le Spinoza narrateur qui raconte des événements et discute selon un registre qui est encore rigoureux mais moins formel. D'autres fois encore, il laisse ses affects et ses émotions dominer son langage. Il se montre en colère, il se plante, il s'amuse. Parfois, il fait attention à ce qu'il dit, caute. Parfois, il ne se préoccupe pas trop de trancher une discussion sur un ton sec.
Les langages et les expressions employées dépendent naturellement de l'interlocuteur. Si l'on a déjà mentionné les lettres aux amis, Spinoza tissait aussi des liens avec des opposants et même des ennemis. Par exemple, il était plutôt aimable avec Boxel, au moins au début de leur correspondance, tandis qu'il n'hésitait pas à critiquer sévèrement les fautes de Bleinberg. Les changements de style et de langage sont à comprendre aussi en relation au genre d'écriture, c'est-à-dire à partir de la forme épistolaire. Vous savez que les lettres à l'âge classique n'étaient pas conçues comme des écrits privés. Il n'y avait presque rien de privé dans une correspondance du XVIIe siècle, car elle était représentée comme un genre d'écriture à part, un genre mixte, à la frontière entre public et privé, où on répondait aux questions posées par d'autres philosophes pour préciser sa pensée. À ce titre, on peut évoquer les méditations de Descartes, qui furent suivies d'objections et réponses. Ces dernières ne sont rien d'autre que des lettres envoyées à Descartes avec ses réponses. De plus, avec les lettres de Spinoza, nous devons être plus prudents encore. Merci. Car elles ne sont pas, à proprement parler, de Spinoza. En fait, la sélection, la rédaction, parfois la traduction, en général l'édition des lettres, ont été les faits des amis, Meyer et Van Gent en particulier. Aucun doute donc, on ne lit pas forcément ce que Spinoza aurait voulu nous faire lire. On lit plutôt ce que ses amis ont considéré digne d'attention et ce qu'ils ont évalué comme moins dangereux. En ce sens, il est très improbable que Spinoza n'ait échangé que cette lettre, pardonnez-moi presque inutile d'un point de vue philosophique, avec Leibniz. Mais on n'a pas les autres. On peut facilement imaginer la raison de cette coupe. Contacter Spinoza, échanger avec lui, pouvait avoir des conséquences que Leibniz, peut-être, a pris soin d'éviter, quand il écrivait au rédacteur, furieux d'avoir été inclus dans les opéras posthumes, en tant qu'interlocuteur de Spinoza. Ces considérations nous amènent à l'autre axe d'analyse qui organise ce livre, l'histoire. En effet, les lettres sont une véritable mine de ce point de vue. Pourtant, il faut définir la polysémie du terme histoire. En fait, ici on parle soit de l'histoire de la composition du texte, soit de la biographie de Spinoza, soit de l'histoire de sa pensée, soit, enfin, du contexte historique, c'est-à-dire du milieu social, culturel, politique et religieux où Spinoza vivait. L'analyse qu'on conduit, en outre, peut être synchronique ou diachronique. D'un côté, on peut s'interroger sur un moment précis de la vie intellectuelle de Spinoza et repérer dans les lettres des informations qui nous aident à comprendre sa pensée, ses relations, ses problèmes à un moment donné. De l'autre côté, on peut interroger les lettres pour en déduire des conclusions à propos du développement culturel et intellectuel de Spinoza, des variations et des relations et des avis. Quel genre de questions posait-on au texte de ce point de vue? Voici quelques exemples. Quand Spinoza commence-t-il à écrire l'éthique? A-t-il des principes qu'il aurait maintenus toute sa vie? Comment évolue sa pensée à propos du problème du mal et de l'erreur? Et encore, avec qui Spinoza parla-t-il de la publication du TTT? Avec qui entretient-il une relation continue et avec qui une relation plus occasionnelle? Dans quelle mesure ces contacts contribuèrent-ils à influencer la pensée et les actions de Spinoza? Comment la situation politique des Pays-Bas influence-t-elle sa pensée et ses choix? Ce ne sont que des exemples, bien sûr, des questions qu'on a posées aux lettres en sens historique. Enfin, nous pouvons évoquer la perspective proprement philosophique, qui est peut-être la plus intéressante pour des philosophes, mais qui est aussi la plus connue et la plus étudiée. Les lettres, en effet, répondent à certaines questions qui ont été laissées ouvertes dans les autres écrits. Elles précisent des points problématiques de la doctrine spinozienne et parfois nous offrent un point de vue différent sur le même sujet. Voici quelques exemples. Les problèmes du mal, les statuts de la science et de l'expérimentation, les rôles des attributs et des modes, la notion proprement spinoziste de liberté. Toutefois, en ces cas, il faut faire attention une fois de plus. Dans les lettres que nous avons, comme le soulignait déjà Pierre-François Moreau,
ce n'est jamais Spinoza lui-même qui choisit les sujets. Habituellement, il répond aux questions posées par ses interlocuteurs. Et Moreau appelait ce phénomène la lettre miroir. De toute façon, dans bien des lettres, il essaie de démontrer ou de préciser sa pensée, ou bien d'en montrer les applications pratiques. Pour utiliser une terminologie toute contemporaine, dans les lettres, on rencontre soit les Spinoza philosophes-chercheurs, soit les Spinoza philosophes-professeurs. Du coup, dans les lettres se manifeste particulièrement la portée, le contenu et la méthode, ou bien les méthodes, du Spinoza pédagogue. Ces trois perspectives constituent la squelette théorique, pour ainsi dire, du livre Amici Colleghi. Je vais me pencher quelque temps sur chaque contribution. En ouverture, on a choisi la contribution de Giovanni Licata, car, comme s'il s'agissait de l'organon d'Aristote, son analyse de l'histoire éditoriale des lettres est un outil fondamental pour comprendre la genèse et donc les contenus de l'œuvre. Tout d'abord, Licata nous rappelle que celles qu'on lit aujourd'hui sont les 74 lettres que les éditeurs des OPI, Opera Posthume, toujours, en particulier Meyer et Banquet, ont sélectionné arbitrairement, comme toute sélection d'ailleurs. Leur but n'était pas celui qu'on pourrait avoir en tant qu'historien de la philosophie. Il s'agissait pour eux de publier les lettres les plus importantes d'un point de vue philosophique selon leur point de vue. Parfois, et c'est le cas de Leibniz qu'on a déjà mentionné, la sélection a été forcée pour des raisons politiques. En plus, Meyer a traduit du néerlandais au latin certaines lettres, celles qui sont classifiées comme versio dans les éditions, en utilisant un style et un lexique bien distinct de celui de Spinoza. Ce corpus de lettres, avec sa préface, a été recopié par Van Gent. Lui aussi a remanié les lettres dans lesquelles il trouvait que le style et le lexique n'étaient pas suffisamment bons. Deux problèmes en dérivent. Un, on ne peut pas faire avec ces lettres le travail qu'on aime bien faire, la recherche lexicale. Inutile de se demander pourquoi Spinoza utilise là ce terme plutôt qu'un autre. On ne peut pas faire avec ces lettres, ça je l'ai déjà dit, pardonnez-moi. L'édition de Gewart, c'est le deuxième problème, a considéré comme originales les lettres traduites et non pas leur version néerlandaise. Peut-être penserez-vous, pas de souci, on peut s'adresser en ce cas-là aux Nagelate Schriften, l'édition en néerlandais. Malheureusement, ce n'est pas le cas, puisque de 25 lettres en néerlandais, seules 5 sont autographes. Les 20 autres ont été à leur tour modifiées par Glassmaker ou par Van Gent, on ne le sait pas, pour améliorer le néerlandais. Pourtant, Meyer parfois décide de suivre le texte néerlandais amélioré par Glassmaker ou Van Gent. Parfois, en revanche, il a utilisé l'autographe qu'il avait, mais qu'on n'a plus. En somme, la correspondance pose bien des problèmes philologiques et une nouvelle édition qui en tiendrait compte est souhaitable. Avec Bordoli, qui nous rappelle combien la biographie d'un penseur, le milieu culturel qui l'entoure et ses œuvres soient intrinsèquement liées, on découvre tout un réseau de connexions autour de la figure de Spinoza. Les lettres, suggère Bordoli, lues à la lumière des biographies de Lucas et Colerus, peuvent être utilisées pour corriger ces dernières. Par exemple, là où Lucas dit que le néerlandais était une des langues naturelles de Spinoza, on peut souligner combien Lucas se trompe, grâce à la lettre à Bleinberg, dans laquelle Spinoza s'excuse de ses fautes de langage. Le néerlandais n'était pas sa langue maternelle. En ce qui concerne les rapports entre Spinoza et son milieu culturel, Bordoli se penche sur le cas de Bumbester. Ce dernier était un cartésien ami de Spinoza qui faisait partie, avec Meyer, du cercle littéraire NVA, Nihil Volentibus Ardum. À travers de la lecture de certains pamphlets hostiles, on découvre que Spinoza, Meyer et Bumbester étaient considérés comme même membres de la même association, NVA, qui consacrait son travail à la critique théologico-politique. Mais Spinoza ne faisait pas partie de cette association. Okay.
Ainsi, abstraction faite de la mauvaise foi des auteurs des pamphlets, on s'aperçoit quand même de la manière selon laquelle Spinoza et ses amis étaient considérés, ainsi que des trajectoires d'influence réciproques qu'ils ont exercées entre eux. Avec Daniela Bostrenghi, on entre dans le vif des concepts spinoziens. Bostrenghi s'interroge sur la signification de la liberté, terme clé du spinozisme, dans la correspondance. Les échanges avec Oldenburg mettent en évidence la liberté de penser comme l'un des présupposés fondamentaux. Si Spinoza et le secrétaire de la Royal Society ne sont pas forcément d'accord sur la liberté d'expression, les deux en reconnaissent l'importance théorique, tout en divergeant sur sa pratique effective. En effet, tandis qu'Oldenburg invite Spinoza à exprimer ouvertement sa pensée et à publier ses œuvres, étant donné qu'il vit dans une libre république, Spinoza est bien plus prudent. Après la publication du TTP, toutefois, Oldenburg lui-même change d'avis, invitant Spinoza à faire attention à ce qu'il écrit en matière de religion et de morale. L'échange entre les deux continue néanmoins, et Oldenburg presse Spinoza de continuer à être sincère avec lui, promettant la réciproque. Selon Bostrenghi, en conclusion, malgré leurs idées parfois opposées, et malgré le fait qu'Oldenburg change d'avis par rapport au degré de liberté que Spinoza pouvait se permettre, ce qui reste inchangé est la liberté avec laquelle Spinoza et Oldenburg pensent et s'expriment entre eux. La différente attitude d'Oldenburg vers Spinoza est le point de départ de l'analyse de Mariana de Gainza et Cecilia Abdo Ferez, même si la perspective est tout autre. Les deux focalisent leur contribution sur l'aspect scientifique de cet échange, remarquant que la relation entre Spinoza, Oldenburg et Boyle change dans le temps, et que, dès que Boyle ne participe plus à l'échange, les positions de Spinoza et d'Oldenburg deviennent de plus en plus divergentes. Quand il répond à Boyle, Spinoza écrit en qualité de scientifique. Il expérimente, observe, induit et déduit. Ce que Spinoza oppose aux chimistes est tout d'abord que ces expériences ne prouvent pas ce qu'il veut prouver, c'est-à-dire la validité de la physique mécaniste. L'hétérogénéité du nitre n'est pas prouvée par l'expérience. Ce que Spinoza fait donc, c'est relativiser les expériments de Boyle. En deuxième lieu, Spinoza critique le fait de se fonder sur l'expérimentation sans l'adosser à une théorie qui en expliquerait la nécessité et en définirait l'interprétation. Comme on le sait, Boyle à un certain moment disparaît de l'échange qui, toutefois, continue avec Oldenburg. De Gainza Abdo Ferez avance l'hypothèse que l'expérience du nitre était une manière pour Oldenburg de parler d'autre chose. Quelle autre chose? Ce qui est vraiment en cause ici est la portée du mécanisme. En effet, Oldenburg reconnaît que le monde naturel est réglé par la loi de cause-effet. Mais le monde humain, et en particulier l'action humaine, est libre. Au contraire, Spinoza est convaincu de la nécessité de toutes choses, y compris le corps et les actions humaines. En conclusion, les divergences entre Oldenburg, Boyle et Spinoza peuvent s'interpréter comme une différence de champ d'application du mécanisme. Concerne-t-il le monde naturel seul ou également le monde humain? La méthode spinozienne, qui était en question dans l'article précédent, est aussi le thème de Cristina Santinelli, mais avec un accent tout divers. À travers de la lettre à Bumbester, Santinelli montre comment, selon Spinoza, la définition d'une méthode est nécessaire en vue de la connaissance. Cette méthode nécessaire est identifiée en connaissance de l'intellect pur. Celui-ci exige la discrimination entre les idées que l'intellect forme sans faire appel à l'expérience et celles qui, au contraire, dérivent de la sensation. Comment faire cela? Comment acquérir cette méthode? Selon Spinoza, afin de développer la méthode, il faut un propositus constantissimus, un propos très constant, et une assidua meditatio, une méditation continue. Mais cela ne suffit encore pas. Il faut encore un but, identifié avec les plus grands biens. Finalement, ce que Santinelli veut souligner est que la vraie méthode, tout en consistant en la connaissance pure et réflexive de l'intellect,
se forme grâce à la pratique de la méditation. De cette façon, Santinelli nous rappelle une fois plus combien théorie et action sont intimement liées chez Spinoza. Un moment, je vois quelque chose. Avec Maxime Rovère, on explore la lettre à Balling, suivant ce que l'auteur appelle l'histoire pragmatique. Il s'agit de reconstruire la nécessité des questions philosophiques à partir des microdéterminations historiques et relationnelles qui agissent sur un auteur. Or, selon Rovère, Spinoza semble suggérer à Balling, qui lamente la perte de son fils, qu'il est possible de prévoir le futur. Le but de Rovère est de montrer que cette étrange idée de Spinoza, un, n'est pas une idée, deux, qu'elle n'est pas bizarre, et que même, trois, elle n'est pas de Spinoza. En effet, à ce moment-là, il y avait en Hollande une grande épidémie de peste, face à laquelle ni les autorités ni les médecins ne savaient comment répondre. Ça nous rappelle quelque chose, j'imagine. En l'absence d'une théorie microbiologique à même de saisir les causes de l'épidémie, qui donc leur semblait complètement aléatoire. Cependant, la peste annonçait avec certains signes, parmi lesquels les comètes, dont l'interprétation pouvait aider à prévoir son arrivée. En ce sens, le fait que Balling ait été à la recherche des présages de la mort de son fils n'a rien de bizarre. Ce qui peut nous sembler étrange plutôt est la réponse de Spinoza qui semble s'accorder avec la prévision de l'ami, mais doit être interprétée, au contraire, à la lumière de l'objectif de Spinoza, conforter un ami, tout simplement. Par conséquent, ce que Spinoza fait consiste à donner une théorie de l'imagination et de l'association d'images qui rend compte du présage de Balling et lui transmettre l'idée que ce qu'il interprète comme présage n'est rien d'autre que le témoignage de son amour pour son fils. Avec la contribution de Diego Tatien, on laisse de côté les amis de Spinoza et on fait connaissance avec ses ennemis, Burg, Bleinberg, Stensen, Welthuysen. Tatien remarque tout d'abord les différents efforts que Spinoza fait en répondant à Stensen et Burg d'une part, et à Bleinberg et à Welthuysen de l'autre. Les réponses de Spinoza, en particulier celle à Burg, visent à opposer à la présumée vérité absolue du catholicisme la théorie de la vérité spinozienne, moyennant une critique qui met en cause toutes les religions. Avec Bleinberg et Welthuysen, qui critiquent les principes propres du spinozisme, Spinoza se sent obligé de répondre plus sérieusement. Quant à Bleinberg, Spinoza, après avoir expliqué sa conception du bien, du mal et de la liberté humaine, réalise trop tard que son correspondant ne peut pas accepter ses argumentations, étant donné que ses idées à propos dépendent entièrement de la religion chrétienne. Même si se présente Spinoza comme un esprit libre, il démontre de ne l'être pas. Finalement, à Welthuysen, le premier à critiquer le TTP en Hollande, Spinoza répond plutôt fâché par les opinions et les jugements de son interlocuteur. Selon Welthuysen, Spinoza aurait vidé la religion de son sens, lui donnant une fonction uniquement pratique, et ce faisant, il aurait détruit la religion et favorisé l'athéisme. Rien ne pouvait autant contrarier Spinoza que l'accusation d'athéisme. Il répondit sur un ton très dur, tout en demandant, quelque temps après, de publier la critique de Welthuysen qui, malheureusement, ne donna pas son autorisation, ou au moins on n'a pas la lettre. S'il a jamais répondu, on n'a pas la lettre. Avec les ennemis de Spinoza se confronte l'Antoine aussi, qui relève, comme le faisait déjà Rovère, les stratégies communicatives que Spinoza adopte. L'Antoine part d'une apparente contradiction. Pourquoi Spinoza dit être étonné par les idées de ses interlocuteurs, alors qu'on sait très bien qu'il considérait l'étonnement comme une aptitude imaginative? Spinoza, au contraire, connaît parfaitement les raisons cachées derrière les opinions de ses correspondants. Pourquoi donc se dit-il étonné? Il s'agit, selon l'Antoine, d'un faux étonnement, d'un étonnement stratégique, qui apparaît
toutes les fois que Spinoza s'aperçoit que ses correspondants ne comprennent pas les principes de sa philosophie. En ce sens, il comprend qu'ils ont pu errer, certainement. Mais, une fois éradiquée l'erreur, il ne comprend pas comment ils peuvent continuer à défendre les mêmes opinions. Ce qui l'étonne, c'est qu'ils ne réalisent pas les absurdités qu'ils proposent comme des vérités. Notre philosophe, quand les principes mêmes sont en question, renonce à tout effort persuasif. On ne peut pas enseigner les principes. Son faux étonnement vise donc à remarquer la distance insurmontable avec tout ce qui raisonne en mode contradictoire. Enfin, on arrive à ma contribution d'Amici Colende, qui adopte une perspective autant pragmatique que celle de Robert et de l'Antoine. Moi aussi, je me suis inspiré d'une question. Pourquoi Spinoza, qui dit ne pas reconnaître les autorités du passé, et en général refuse radicalement les principes d'autorité, pourquoi accepte-t-il néanmoins de discuter avec Boxel sur ces plans? En d'autres mots, pourquoi Spinoza se référait-il au livre que Boxel utilise pour démontrer l'existence des fantômes et en discuter les contenus, puisqu'il aurait pu se limiter à répondre philosophiquement sans faire recours à autorité aucune? Selon moi, Spinoza ici adopte une stratégie de communication qui tient compte de l'ignorance de Boxel. Quand il réalise que Boxel n'acceptera jamais ses motivations théoriques, parce qu'il ne respecte plus l'autorité des anciens ou de la Bible, que son propre raisonnement, il essaie de répondre lui aussi sur le plan des sources. Cette méthode spinoziste, si l'on la met que ce que je suggère est juste, n'aurait rien de surprenant pour un spinoziste. On sait très bien que, selon Spinoza, il n'y a aucune idée qui est fausse en elle-même. On sait en outre que pour comprendre la fausseté d'une idée, il faut lui opposer une vérité qui exclut la première. Spinoza est donc complètement cohérente avec sa théorie de la connaissance. Il oppose à Bleinberg des textes et des interprétations des textes qui contredisent celles qu'avance son interlocuteur. Voici la substance du livre, Amici Colende. Or, pourquoi on a choisi cet ordre de présentation? On a eu l'impression que ces contributions étaient déjà ordonnées selon 3 sections idéales. La première, qui regroupe les contributions de Giovanni Licata et Roberto Bordoli, sert d'introduction. En fait, là où Licata développe une analyse très raffinée de l'histoire éditoriale des lettres, avec tous ses problèmes d'interprétation, la contribution de Bordoli permet de connaître le contexte culturel et relationnel d'où proviennent les lettres. La deuxième section, composée par les articles de Daniela Bostrenghi, Cristina Santinelli, Cecilia Abdo-Ferez et Mariana De Gainza, et enfin Maxime Robert, se focalise sur les correspondants qui étaient amis de Spinoza, ou avec lesquels Spinoza entretenait un rapport d'échange positif. En revanche, la troisième partie, composée par les articles de Diego Tatiana, Jacques-Louis Lantoine et moi-même, se consacre aux correspondants hostiles à Spinoza. Toutefois, cet ordre de contribution n'épuise pas, à mon avis, la richesse de connexions qui se sont créées, sans qu'on l'ait ni dirigé ni prévu. En effet, il faut préciser qu'on avait demandé aux participants de se pencher sur une lettre ou sur un groupe de lettres, afin que l'édition finale soit la plus diversifiée et complète possible. Au fur et à mesure que les articles arrivaient, Sandra et moi nous sommes rendus compte que chaque article, tout en se concentrant sur une lettre précise, ne pouvait que renvoyer à autre lettre, ayant des éléments en commun. De cette façon, on a l'impression de se trouver face à un individu composé de plusieurs corps, comme l'aurait appelé Spinoza. Une métaphore prégnante, à mon avis, pour décrire les lettres que notre livre, Amici Colende, a essayé de respecter, est celle de l'hypertexte, avec ses connexions multiples et parfois pas du tout évidentes. Je vous en propose une, il vous en reviendra ensuite d'en trouver d'autres. Là où Bordoli, Licata et Robert adoptent une perspective qui examine les réseaux de relations à l'origine de la correspondance, Santinelli, Bostrenghi, Abdo-Ferez et De Gainza feraient faire une focalisation interne au texte, montrant les noyaux problématiques de la philosophie spinozienne.
Enfin, les contributions de Robert, Lantoine et moi-même adoptent une perspective métalittéraire, s'interrogeant sur les stratégies communicatives que Spinoza utilise pour convaincre ses interlocuteurs, surtout ceux qui ne sont pas touchés par l'argumentation rationnelle. Je conclus en vous lançant un défi amical, puisque, malgré tout notre effort, on n'est pas arrivé à couvrir toutes les lettres et toutes les questions qu'elles soulèvent, et que nous n'avons pas emprunté tous les chemins possibles dans les réseaux de cette correspondance, à vous de compléter cette œuvre, avec, pourquoi pas, une nouvelle collection d'essais qui représenterait les séquelles de celui au sujet duquel j'ai eu aujourd'hui le grand plaisir de pouvoir vous parler. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Vous êtes vacciné? Vous êtes vacciné? Oui, oui. Je prends le risque, donc moi aussi je suis vacciné. Bien. Je ne pourrais pas me mettre en France sans ça. Écoutez, merci beaucoup, chère Martha, pour cet exposé. Alors, je vais, bon, vous savez, sans doute les uns et les autres, mais je vais un petit peu raconter ma vie, enfin, très brièvement, ne vous inquiétez pas. Comme vous savez, certainement, j'ai fait une thèse sur Spinoza il y a bien longtemps maintenant, et évidemment, j'étais un très grand lecteur des lettres, et c'est sûr que pour tous les lecteurs de Spinoza, la correspondance est évidemment une source de réflexion et d'aperçus tout à fait unique et tout à fait indispensable. Et il dit des choses dans sa correspondance, et il a des préoccupations dans sa correspondance qui en effet ne se retrouvent pas du tout ailleurs. Et pendant que vous faisiez votre exposé, et que j'ai essayé de ramener un peu mes souvenirs, donc je vais donner quelques jalons comme ça, qui seront certainement très incomplets, parce que c'est difficile de se souvenir exactement de tout, mais dans la discussion on pourra peut-être rajouter d'autres références. Mais j'ai noté par exemple quelques lettres qui m'ont semblé particulièrement marquantes lorsque je travaillais Spinoza et en général. Donc déjà la lettre 2 à Oldenburg, où il parle de Bacon de Verulam, et où donc la traduction de Hapune est un tout petit peu lointaine. Donc j'avais retraduit ce petit passage. Je vous le relis rapidement, ça fait 2 lignes. Hein. Spinoza dit, il n'en parle pas ailleurs, sauf erreur de ma part. Hein. De Bacon, je dirais peu de choses. Il parle très confusément sur ce sujet et ne prouve à peu près rien, mais se borne à une description. Donc là, je passe là-dessus. Et c'est la suite qui est intéressante. Spinoza dit, en premier lieu, en effet, il suppose que l'entendement humain est trompé, donc il, c'est Bacon, hein, est trompé non seulement par les sens, mais aussi par sa nature seule, virgule, qu'il, c'est-à-dire que l'entendement humain forge toute chose par analogie avec sa propre nature, et non par analogie avec l'univers, et la comparaison est là très intéressante, comme un miroir irrégulier aux rayons des choses, qui superposerait sa nature à la nature des choses. Et donc évidemment, pour les spinozistes, cette idée qu'au fond, l'entendement, enfin il critique Bacon de considérer que l'entendement humain est comme un miroir irrégulier, et qui superposerait sa nature de miroir irrégulier comme un télescope, vous voyez ce que je veux dire, et qui donc déformerait la vision de ce que le monde nous envoie. Et donc cette formule c'est là qu'Hapune n'a pas si bien traduit que ça, mais donc je répète, il suppose donc, il forge toute chose par analogie avec sa propre nature et non par analogie avec l'univers, comme un miroir irrégulier aux rayons des choses, qui superposerait sa nature à la nature des choses. Et donc, c'est très intéressant pour les spinozistes qui, toute la théorie des attributs, c'est-à-dire c'est cette idée qu'au fond, pour Spinoza, c'est une de ses théories sur l'entendement, l'entendement ne déforme pas. Donc c'est tout ce qu'a expliqué Guéroult dans sa thèse, dans son commentaire, à savoir, il n'y a pas de vision subjectiviste des attributs. Les attributs ne sont pas des points de vue partiels que l'entendement prendrait sur la nature, mais ce sont des reflets objectifs et exacts avec cette idée d'un entendement qui ne déforme pas. Bon.
Ensuite, tout le monde connaît la lettre 12 à Meyer, hein, la lettre sur l'infini qui était l'objet d'immenses commentaires de la part de la plupart des auteurs de la tradition moderne et contemporaine, que moi j'ai particulièrement aimé. C'est une lettre qui, à elle toute seule, est un genre de chef-d'œuvre philosophique. Il y a la fameuse lettre 32, avec l'exemple, je ne sais plus à qui elle est cette lettre 32, c'est Oldenburg, je crois. Oui, c'est ça. Non? C'est ça, c'est Oldenburg. Avec l'exemple du ver de terre dans le sang, là, qui vivrait dans le sang, est ce qu'on pourrait appeler la déconstruction de l'individualité par Spinoza, puisqu'au fond, il explique dans cette lettre, quelque chose tout à fait extraordinaire, mais qui se retrouve aussi dans l'éthique, mais qui là est particulièrement frappante, que les individus sont aussi bien des composés que des composants. Et que donc on ne peut jamais savoir au fond où commence et où finit un individu. Chose qui est particulièrement importante et qui pose aussi un certain nombre de difficultés dans Spinoza. Bon, il y a la fameuse lettre 19, avec l'interprétation de Adam, la correspondance excusez-moi, oui, je passe un petit peu de l'une à l'autre. Donc toute la correspondance avec Blyenberg sur le problème du mal, donc sur laquelle Deleuze est tant de fois revenu, le refus des excuses. Moi, ce qui m'intéressait particulièrement, c'est dans cette lettre, parce que comme Deleuze, c'est cette idée que Dieu avait révélé, donc c'est à 19, hein, que le fruit défendu l'empoisonnerait en décomposant les rapports de son corps, mais ce que Adam, qui avait l'esprit faible, a interprété comme une sanction, et c'est-à-dire comme une loi morale, c'est-à-dire une cause finale qui procéderait par commandement et interdit. Et Deleuze commente, Adam croit que Dieu lui fait signe, c'est ainsi que la morale compromet toute notre conception de la loi, ou plutôt que la morale défigure la droite conception des causes et vérités éternelles, ordre de composition et de décomposition des rapports. Alors je pense aussi, moi, ce qui m'a particulièrement intéressé dans ma vision de Spinoza, je suis bientôt fini, hein, mais je fais une sorte de panorama, c'est les lettres à Oldenburg pour deux raisons. Donc il faut savoir déjà qu'Oldenburg est un des principaux correspondants de Spinoza, puisque Spinoza lui a adressé 10 lettres et Oldenburg lui a adressé 17 à Spinoza. Hein. Et dans cette correspondance, donc il y a non seulement évidemment toute la controverse avec Boyle, dont vous avez parlé, il se trouve que dans une vie antérieure, quand j'étais professeur à Bordeaux, à l'université de Bordeaux, j'ai organisé un grand colloque sur Boyle, qui est un personnage très important et qui est, donc, en Italie, il y a eu beaucoup de travaux sur Boyle d'ailleurs. Cette correspondance n'est pas avec Boyle, elle est avec Boyle de façon indirecte, et on voit que Spinoza, dans cette correspondance, défend des positions beaucoup plus profondes et beaucoup plus subtiles qu'on ne pourrait croire à première vue, parce qu'il n'a pas vraiment le même niveau scientifique que Boyle, mais quand même, sur plusieurs points, comme vous l'avez rappelé, là, sur le Nietzsche, etc., il dit des choses vraiment très puissantes et qui méritent vraiment intérêt. Moi, ce qui m'avait intéressé dans cette correspondance, c'est que Spinoza, par exemple, et ce qui est un monsieur très important pour lui, refusait la suggestion de Boyle, à savoir qu'il y aurait des degrés de complexité. C'est-à-dire cette idée qu'il y aurait des corps plus complexes que d'autres. Et de façon assez étonnante, Spinoza récuse cette idée. Une récusation qui certainement a une profonde signification pour le reste de son système. Mais aussi dans cette correspondance avec Oldenburg, j'ai toujours été très frappé par une déclaration qui est très brève, mais qui pour moi, si vous voulez, représente à la fois la face obscure du spinozisme, parce que vous avez un spinozisme solaire, si on peut dire, puis un spinozisme noir. Et quand il dit, dans la lettre 30 à Oldenburg, certaines choses existant dans la nature, hein, quaedam naturae, m'ont paru jadis vaines, sans ordre, absurdes. Mi antea vana inordinata absurda vidementur. Donc, je pense, si vous voulez, qu'il était important de se rendre compte que Spinoza avait, dans sa jeunesse, puisqu'il dit « m'ont paru jadis hein ». Or, il écrit ça en 1665. Donc, en 1665, Spinoza, qui est né en 1632, c'est ça? Enfin, vous savez la date de naissance de Spinoza, quand même. Bon, hein. Donc, il avait quel âge? Il était jeune, il avait 33 ans.
Et quand vous dites jadis, c'est que vous avez 33 ans. C'est quoi? C'est quand vous aviez 20 ans, quoi. Et donc, il dit bien, certaines choses de la nature m'ont paru jadis, quand j'avais 20 ans, vaines, sans ordre, absurdes. Absurde. C'est ce fameux mot absurde qui est prononcé par Spinoza lui-même, avec un monde absolument dépourvu de signification, dépourvu de finalité, mais qui là se révèle à lui comme quelque chose de profondément inquiétant, profondément chaotique, et duquel il dit dans un traité de la réforme de l'entendement, je me voyais il parle de sa jeunesse, hein, je me voyais dans un extrême péril, in summo periculo, et contraint de chercher de toutes mes forces un remède, fût-il incertain. De même, un malade atteint d'une affection mortelle, hein, veluti aeger letali morbo laborans, qui voit la mort imminente, mortem certam, s'il n'applique qu'un remède, est contraint de le rechercher, fût-il incertain, de toutes ses forces, puisque tout son espoir est dans ce remède. Hein. Nempe in eo tota eius spes est cita. Vous avez quand même une déclaration du traité de la réforme de l'entendement, où Spinoza, évoquant sa jeunesse, dit qu'il a failli mourir de l'absurdité du monde. Pour moi, si vous voulez, c'est une déclaration très très importante, parce qu'elle explique, à mes yeux, une des raisons pour laquelle Spinoza a eu une telle fortune, disons, au XXe siècle, entre autres choses. C'est-à-dire comment des auteurs si contemporains ont pu continuer à s'intéresser à Spinoza. À mon avis, le fait qu'il ait cette sensibilité à l'absurdité du monde est une des raisons, bien sûr, c'est pas la seule. Et donc tout cet humour noir qu'on trouve dans les lettres, par exemple, dans la lettre 23 à Blyenberg, où il dit « Je l'affirme alors, si quelque homme voit qu'il peut vivre plus commodément suspendu au gibet qu'assis à sa table, il agirait en insensé en ne se pendant pas. » Ah bon, ça va ensemble, c'est avec cette espèce d'humour noir qui est chez Spinoza. Alors, je voulais vous poser une question, puisque je ne connais pas la réponse à cette question, c'est juste une question factuelle. Dans la lettre 76 à Bourg, donc, qui est bien célèbre pour son ton très violent, il dit aussi le vrai est marque de lui-même et du faux, hein, verum index sui et falsi. Mais alors, il paraît qu'il faut dire iudex sui, et non pas index sui. Vous ne connaissez pas cette controverse? Non. Parce que oui, j'ai entendu dire ça, mais moi je ne suis pas philologue, alors je ne savais pas ce qu'il fallait en penser. Mais je sais très bien que des philologues, et je me demande même s'il n'y a pas quelques Italiens dans la liste, pensent qu'en réalité, ce n'est pas index sui qu'il faut dire, parce que index sui, marque de soi-même, est en fait un apax, c'est une chose qui n'apparaît jamais en latin, dans aucune période, chez aucun auteur. Alors que iudex sui, qui s'écrit de la même façon, vous voyez, J-U et I-N, c'est la même chose, c'est indistinguable à l'œil. Et certains pensent que, Stendhakers par exemple, je crois, pensait qu'il fallait lire plutôt iudex sui. Donc je me demande si vous aviez une idée là-dessus, mais bon, c'est pas. Et pour moi, qui est traduit aussi la préface du traité politique, tout ensemble, en français, vous devez savoir, enfin vous le savez certainement, que la préface manquante du traité politique est en fait une lettre de Spinoza, la 84, la toute dernière. Donc, si vous voulez, si on parcourt, là, évidemment, j'ai fait un parcours extrêmement sommaire, selon mes propres intérêts, mais c'est vrai que les lettres de Spinoza ont quelque chose de frappant, je dirais, dans leur richesse, dans leur côté, comment dire, sans nuance, enfin où il parle vraiment de façon très dure parfois, et puis aussi où il aborde des thèmes, des auteurs, où il laisse voir aussi certaines postures existentielles très, très particulières. Donc oui, je pense que c'était vraiment une très belle chose de s'intéresser aux lettres. Donc écoutez, si vous avez quelque chose à dire sur Index, oui, donc je pense pas, ça vous dit rien pour le moment, non? Non. Non. Non, je les connaissais même pas. D'accord. Donc, voilà, donc je fais quelques remarques en général. Est-ce que certains d'entre vous veulent faire des remarques, rajouter des remarques, ou ajouter une question, ou une interrogation, parce que en fait, ces lettres couvrent tout le champ de la philosophie spinoziste, bien sûr. Donc, ici, nous avons un certain nombre de jeunes
chercheurs qui font une thèse sur Spinoza, qui rencontrent certainement les lettres. Quelqu'un qui voudrait dire aussi quelque chose sur quelques lettres qu'on n'a pas mentionnées, parce qu'en effet, on a essayé de tout couvrir, mais c'est pas possible, bien sûr, c'est pas possible, bien sûr. Est-ce que quelqu'un souhaite poser... Oui, c'est bien, vous voulez parler? Oui. Zudong Zhang, donc, qui est doctorant sur Spinoza, sous la direction. Seulement ajouter deux lettres qui m'intéressent. Oh, pardon. Oui. Ajouter deux lettres qui m'intéressent pour l'instant, parce que je suis en train de travailler sur l'ouvrage de Spinoza et sur la nature des attributs, c'est-à-dire les attributs sont subjectifs, objectifs. Là, on a beaucoup cherché quelqu'un qui écrivait quelque chose sur ce sujet, mais on ne l'a pas trouvé. C'est intéressant dans les lettres. Deleuze avait marqué aussi, mais son interprétation a été critiquée par M. Ramon dans sa thèse aussi, parce que dans la lettre 2 à Odenberg, et aussi à la lettre 4, il a donné en effet, c'est remarqué aussi par Marcheret, il a donné en effet deux définitions presque identiques, une à l'attribut et l'autre à la substance. C'est-à-dire, il définit la substance comme ce qui est en soi, ce qui se conçoit par soi et en soi. Mais la substance est aussi définie dans ce moment-là comme ce qui est en soi et par soi. Donc, pour Marcheret, c'est une épreuve assez forte en disant qu'en effet, les attributs sont, on ne dit pas comme Guéraud, ce sont des substances un peu problématiques, mais c'est au moins les attributs substantiels. Donc, ce ne sont pas les propriétés ou les prédicats ou les phénomènes subjectifs que l'environnement perçoit de la substance. Ce sont les vrais, on ne peut pas utiliser le mot partie, composant, c'est un peu difficile. On peut dire le constituant de la substance. Donc, je crois que c'est aussi, ça montre bien l'importance des lettres dans notre recherche de Spinoza. Mais oui, c'est la remarque que je vais donner seulement une importance. Oh oui, en effet, il y a une autre lettre, on n'a pas parlé, c'est la lettre très très connue parmi les chercheurs qui consacrent sur l'interprétation de Hegel sur Hegel. C'est la lettre laquelle Spinoza parle de déterminatio negatio est. Selon Hegel, il est traduit ou c'est la combien ça c'est la 50, non? Oh oui, c'est 50. Et Hegel le lit comme omnidéterminatio est négatio. C'est-à-dire que toutes les déterminations sont négations, mais en effet, dans la lettre, d'abord, la formule de Spinoza n'est pas la même que citée par Hegel. Et puis, en effet, au moins, selon mon interprétation, chez Spinoza, il n'y a pas la vraie négativité comme vous voulez entendre Hegel. En effet, c'est une philosophie totalement positive, mais il a déjà beaucoup de commentaires sur ce point, donc je ne m'arrête plus. Je crois que Pierre Marcheret, il a... Oui, il a analysé beaucoup. Guéraud aussi, presque tous les grands commentateurs ont dit quelques mots sur ce problème. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à nous... parce que c'est vrai que, là je vais vous laisser la parole, mais là Xénon, vous mettez la barre un peu haut, enfin je trouve, quand on n'a pas tous les textes sous les yeux, etc., c'est difficile. C'est vrai que la définition de l'attribut ou de la substance comme d'un côté ce qui est en soi et est conçu par soi, et après ce qui est en soi et par soi, quoi s'arracher les cheveux oui, allez-y. Oui, parce que je me souviens, c'est aussi un point que Deleuze a salué et vous avez critiqué, oui. Parce que dans la définition de l'attribut, dans la définition de la substance, dans l'éthique, c'est ce qui est en soi et se conçoit par soi. Oui. Mais la définition dans les lettres, en moment un peu immature de Spinoza, c'est la substance et aussi l'attribut, c'est la même définition. La substance est ce qui se conçoit par soi et en soi. Donc, c'est pas la même chose. Il ne dit pas est en soi. Donc, pour Deleuze, il dit dans le 3e chapitre peut-être, il dit qu'en fait, en effet, Spinoza n'a jamais dit que l'attribut peut exister par soi. Mais en effet, par une analyse, on peut facilement déduire en effet
les attributs peuvent exister parfois, c'est mon avis. Il y aura beaucoup de critiques. Est-ce que quelqu'un veut entrer dans cette discussion? Là, on est dans la scolastique dure. Là, Est-ce que vous avez quelque chose à répondre à M. Xudong là? Parce que c'est pas facile ces questions-là. Hein? Non. Si vous voulez, nos spinozistes là, allez, c'est le moment de sortir vos arguments là. Je pense que Xudong a tout à fait raison. Enfin, en plus, vous êtes très savant, c'est très bien, mais vous voyez bien ce qui se passe dans Spinoza, c'est-à-dire que c'est un petit peu ce que j'ai évoqué à propos de l'individu. C'est-à-dire, ou bien il y a une alternative logique à laquelle vous ne pouvez pas échapper. C'est-à-dire, ou bien vous mettez la réalité dans le tout, ou bien vous la mettez dans la partie. Mais vous ne pouvez pas la mettre dans les deux à la fois. Donc, comment dire, Spinoza, c'est tout à fait clair quand on lit l'éthique, c'est la thèse de Guérou, et elle est juste dans une grande mesure, à vraiment considérer les attributs comme des espèces de constituants de la substance, c'est-à-dire comme des sortes de, vous avez dit quelque chose comme des substances séparées, je ne sais pas ce que vous avez dit exactement, comme des sortes de quasi-substances. Enfin, oui, comme l'attribut substantiel. Voilà, attribut substantiel. Donc, au départ, c'est clair. Alors après, évidemment, il essaye, enfin, dans l'éthique elle-même, de chapeauter, enfin, de réunir ces ensembles, parce que si les attributs sont comme des substances existant par soi, parallèlement les uns aux autres, bon, même si le terme parallélisme n'existe pas chez Spinoza, on voit bien que l'unité de la substance n'est plus tellement possible. On a une espèce de dispersion. Donc on sent bien que dans sa pensée, il y a une espèce d'hésitation entre est-ce que je donne la réalité à la substance ou est-ce que je la donne aux attributs. C'est clair. Et je pense que mon interprétation de cette chose, ça serait de dire c'est exactement du même ordre que si on doit dire est-ce que Spinoza accorde la réalité à des choses singulières de faible niveau, c'est-à-dire des choses singulières comme vous, moi, n'importe qui, enfin, même un corps politique, peu importe, ou est-ce qu'il accorde la réalité à ce qu'on pourrait appeler des grands genres platoniciens, le mouvement et le repos, parce que, comment dire, les notions communes, c'est bien, selon Spinoza, avec la raison, quelque chose qui est identique dans la partie et dans le tout, c'est-à-dire qu'au fond, on voit bien que Spinoza est en train de se diriger vers l'idée qu'il existe des grandes structures, comme la proportion de mouvement et de repos, le mouvement et le repos, les modes infinis, etc., dont les choses singulières ne sont que des expressions momentanées, fugitives, etc. Donc vous avez, c'est pareil, où est-ce que vous mettez la réalité dans les choses singulières, les individus, vous, moi, les animaux, les planètes, les cailloux, etc. Ou est-ce que vous la mettez quand même dans des grands genres? J'emploie l'expression de grands genres parce que je pense aux sophistes, si vous voulez. C'est une sorte d'idéalisme. On a une sorte de superstructuralisme chez Spinoza aussi. Il ne faut pas l'oublier. Il récuse l'existence de choses générales comme la volonté, la pierréité, etc. Mais quand même, il accorde des réalités d'un niveau extrêmement élevé. Justement, comme je vous dis, le mouvement et le repos. Et donc, on voit qu'il est un petit peu, comment dire, sa pensée bascule, enfin, de temps en temps, entre accorder entre une sorte d'idéalisme, je dirais quand même, et puis une sorte d'individualisme. Et donc, c'est ça qu'on retrouve aussi. C'est comme ça que je le lirais. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, Spinoza, on le voit bien dans la correspondance, comme dans les textes, et c'est pas du tout une pensée unifiée. C'est une pensée qui est sans cesse confrontée à elle-même, à des difficultés, et qu'elle essaye de résoudre, bien sûr, mais c'est pas un système qui fait bloc, qui est bien établi. Parce que si vous voulez, enfin, il me semble que Spinoza a toujours rencontré des difficultés venant de ses propres théories. Et c'est contre ces difficultés-là qu'il doit se battre lui-même. Donc c'est une espèce de cycle de questions et de réponses internes au système.
Là, avec ce problème, Oui. je me souvenais aussi il y a le même problème avec la nature humaine. C'est Exactement. qu'existe la nature humaine parce que parfois, il semble que Spinoza admet l'existence de quelque chose comme une nature humaine, ou au moins ce concept a des effets pratiques sur la théorie, mais en même temps, il serait comme quelque chose comme une idée imaginative générale. Donc là, C'est exactement ça, oui. Vous vouliez ajouter quelque chose déjà? Non. Parce que vous avez tout à fait raison, c'est vrai. C'est vrai. Quand vous lisez Spinoza, vous avez le sentiment qu'il il hésite effectivement, et pour des raisons logiques, pas pour des raisons psychologiques, bien sûr. Il hésite entre accorder ou non une réalité aux espèces. Parfois il les refuse, et puis parfois, au contraire, il semble les reconnaître. Parce que, si vous voulez, c'est le problème, si vous voulez, de la généralité. Vous avez en quelque sorte une bonne et une mauvaise généralité. La mauvaise généralité, c'est celle de l'abstraction. On va dire, les Anglais sont flegmatiques. J'ai cherché quelque chose de pas injurieux. Hein. Les Anglais sont maîtres d'eux, ils ont du sang-froid, ils sont flegmatiques. Bon, bah ça, c'est une généralisation. C'est la mauvaise généralisation. Mais quand même, Spinoza cherche aussi des bonnes généralisations. Quand il dit, j'entends par notion commune, ce qui est identiquement dans la partie et dans le tout. J'ai dit tout à l'heure, la raison elle-même est une faculté d'universaliser. Donc, je pense que les exigences du système le conduisent à refuser une mauvaise généralisation, celle de l'abstraction, de l'imagination, et en même temps chercher une bonne généralisation, ou plutôt une bonne universalisation, qui est celle de la raison. Mais le problème, c'est quel est le critère, quoi. Quel est le critère? C'est souvent ça. Bon, vous me laissez parler, là, vous avez tort, hein, parce que... Est-ce que certains d'entre vous ont rencontré des problèmes particuliers, justement, dans la correspondance ou quand vous travaillez Spinoza? Est-ce que vous avez fait des remarques particulières sur la correspondance? Ouais, on aurait bien d'autres à faire, mais je ne veux pas monopoliser l'attention. je peux ajouter quelque chose Bien sûr, dans le silence. On espère, oui. Vous parlez avant de la lettre 19 où l'on parle d'Adam. Oui. Et là, je me suis penchée un peu sur ces lettres, sur ces problèmes. Et là revient les problèmes du système, au moins de l'évolution de la pensée spinoziste, parce que je trouve qu'il y a bien d'histoires d'Adam dans les œuvres de Spinoza. Il cite souvent Adam, au moins 6 fois, et toutes les fois avec un sens différent. Toutes les fois, il utilise cette histoire d'Adam pour signifier quelque chose de différent. Parfois, il semble qu'Adam est véritablement le premier homme, qui avant, les hommes étaient libres, mais après la chute d'Adam, quelque chose a changé. Parfois, il l'utilise tout simplement pour dire qu'Adam non plus, il était libre, donc il n'y a pas quelque chose comme la liberté humaine dans le sens d'une liberté de ne pas faire ce qui suit de notre nature, on pourrait dire comme ça. Parfois, il fait dire à l'histoire d'Adam toute autre chose, tout simplement que Dieu aurait enseigné à Adam à craindre la mort, en effet. Donc, là aussi, dans les lettres, un autre exemple de comment Spinoza parfois utilise aussi des exemples de façon différente selon ce qu'il veut démontrer. Oui, cette histoire d'Adam est bien intéressante. Est-ce que certains d'entre vous se sentent prêts à en parler? Est-ce qu'il y a bien des choses sur Adam, effectivement?
vous savez, Adam apparaît dans le traité politique, dans le premier chapitre, je crois me souvenir, ou dans le second, enfin c'est au début de l'ouvrage, et où Spinoza a un paragraphe tout à fait inattendu, enfin tout à fait étrange, où il explique que, ce qui est très logique, parce que vous savez qu'il y a eu des religions adamites dans l'histoire. C'est-à-dire que Adam, si vous voulez, c'est une sorte de figure de l'homme rationnel. C'est-à-dire, il était libre, il était maître de lui-même, il était un petit peu l'équivalent du sage spinoziste de la conclusion de l'éthique. Conscient de lui-même, du monde, de Dieu, vivant par une certaine nécessité éternelle, rationnel, maître de lui-même, etc. Et alors, Spinoza dit, mais Edith, donc il ne peut pas du tout avoir été trompé. La chute d'Adam est absolument inconcevable, elle est illogique. Elle est absolument illogique. Et de façon assez étrange, Spinoza refuse complètement l'idée que Adam ait pu chuter. C'est-à-dire que pour nous tous, en général, l'histoire d'Adam et Ève, c'est pour ça que j'en venais à l'histoire des femmes, parce qu'évidemment il fait reposer la faute sur la femme, mais l'histoire d'Adam et Ève, c'est l'histoire de la chute, c'est l'histoire du péché, c'est l'histoire du péché originel. Et pour nous, c'est une histoire que nous acceptons très facilement. Pour nous, c'est une sorte d'histoire familière. Il y avait Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dieu leur a interdit de manger un certain fruit, et ils l'ont mangé quand même parce que c'était tentant, parce que le diable les a tentés, etc. Mais donc cette histoire nous semble, familière, parce que chacun d'entre nous peut s'imaginer être Adam et Ève. Enfin, c'est-à-dire, on sait bien que quelque chose est interdit, puis en même temps, on a envie de le faire, et puis on finit par le faire. Mais Spinoza dit, non, ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça, parce que Adam est dans la situation de quelqu'un qui est incorrompu, qui est pur, qui est vierge de tout péché, par définition. Et donc, comment il a pu pécher? Et ce qui est très frappant, c'est que Spinoza, je pense que cette histoire est la plus invraisemblable de toutes, parce que d'un point de vue logique, elle est invraisemblable. Vous voyez, c'est exactement comme un peuple qui serait bien gouverné, ou une civilisation qui serait solide, la décadence ne serait pas possible. On ne voit pas pourquoi il y aurait une chute. Ou alors c'est qu'il n'était pas dans l'état indiqué dès le départ, c'est qu'il n'était pas si pur que ça, qu'il n'était pas avant le péché. Donc, Spinoza se rend très bien compte qu'il y a une espèce d'incompatibilité logique, qu'il y a un problème logique dans l'histoire d'Adam. Parce que s'il a péché, c'est qu'il y avait déjà quelque chose de mauvais en lui. Mais l'histoire dit qu'il n'y avait pas encore quelque chose de mauvais en lui. Alors comment il a péché? Et j'aimerais retrouver le passage. Je crois que j'ai dans mon ordinateur. Enfin, il conclut, il n'était pas libre même avant, parce que sinon, voilà. il n'aurait pu... Voilà, exactement. Je vais essayer de vous trouver ça. Pendant ce temps, je vous laisse parler. Traduction spirituelle 2005. Allez-y. Après, Adam est utilisé aussi pour dire que Dieu n'aurait qu'enseigné à Adam les conséquences de la mort, en fait. Donc, il aurait donné à Adam rien d'autre qu'un conseil, là, on dirait, un enseignement. Une autre fois, Dieu aurait donné à Adam un commandement, dictat. Oui, c'est ça, oui. Donc, comme un roi donne à ses sujets.
Donc parfois, Dieu a donné un enseignement, donc Dieu enseignant, on dirait. Parfois, il a ordonné, il est un roi. Ok, donc on ne sait pas quelle histoire en fait Spinoza croyait, parce qu'il change, il semble qu'il change d'avis. Ok, mais en effet, au moins je trouve que c'est tout simplement parce que à certains moments il a besoin de démontrer quelque chose, et donc il utilise cet exemple pour signifier cette chose. Parfois il a besoin de faire quelque chose d'autre, et donc il utilise l'exemple d'Adam pour faire une autre chose. Oui, mais démontrer quoi alors? C'est ça la question, parce que il faudrait voir, je suis en train de chercher mon texte là. Où est-ce que c'est cette histoire d'Adam? Le premier homme. Voilà. Voilà. Vous voulez que je vous fasse... on peut lire le passage? C'est chapitre 6 du deuxième chapitre, traité politique chapitre 2, paragraphe 6, où Spinoza écrit « La plupart croient, cependant, que les ignorants troublent l'ordre de la nature plus qu'ils ne le suivent, et conçoivent les hommes dans la nature comme un empire dans un empire. » Bon, expression qui est déjà dans l'éthique 3 préfaces. Ils estiment en effet, donc la plupart, que l'âme humaine n'est produite par aucune cause naturelle, mais qu'elle est au contraire créée par Dieu immédiatement et indépendante à tel point des autres choses qu'elle a un pouvoir absolu de se déterminer elle-même et d'user correctement de la raison. Mais l'expérience montre surabondamment qu'il n'est pas plus en notre pouvoir d'avoir une âme saine qu'un corps sain. En outre, comme chaque chose autant qu'il est en elle fait effort pour conserver son être, nous ne pouvons aucunement douter que s'il était également en notre pouvoir de vivre selon le précepte de la raison et d'être conduits par le désir aveugle, tous seraient conduits par la raison et institueraient leur vie avec sagesse. Mais cela n'est pas du tout le cas. Chacun suit son plaisir. Trait omnes soit voluptas, c'est du Virgile. Et les théologiens ne suppriment pas cette difficulté en assignant pour cause à cette impuissance un vice de la nature humaine ou un péché qui tirerait son origine de la chute de notre premier ancêtre. Si en effet, c'est-à-dire Adam, était également au pouvoir, non, si en effet il était également au pouvoir du premier homme de résister ou de succomber, s'il était maître de son âme, si sa nature était intègre, comment donc a-t-il pu arriver que, malgré sa science et sa prudence, il ait succombé? C'est le diable, entend-on, qui l'a trompé. Mais qui fut alors celui qui trompa le diable lui-même? Qui, demandai-je, put porter la plus haute de toutes les créatures intelligentes, elle-même, à ce point de démence qu'elle voulut être plus que Dieu? C'est le diable, celui-là. Ne s'efforçait-il donc pas de se conserver lui-même, lui qui avait l'âme saine, et de conserver son être autant qu'il était en lui? Et suivant cela, comment a-t-il pu arriver que le premier homme lui-même, maître de son âme et arbitre de sa volonté, se soit laissé égarer au point de souffrir que son âme fût captive? Si en effet il avait le pouvoir d'user correctement de sa raison, on ne pouvait pas le tromper, car il faisait alors nécessairement effort autant qu'il était en lui pour conserver son être et la santé de son âme. Or on suppose qu'il avait ce pouvoir. Il est donc impossible qu'il n'ait pas conservé la santé de son âme et qu'on ait pu le tromper. Mais cela, au vu de son histoire, est manifestement faux. Il faut donc reconnaître qu'il n'était pas au pouvoir du premier homme d'user correctement de sa raison, mais qu'il a été, tout comme nous, soumis aux affects. Un texte tout à fait énorme, hein, parce qu'il résume énormément de choses par rapport à l'éthique de Spinoza. Donc, un homme qui serait intègre et maître de lui-même, enfin un sage, de toute façon, ne pourrait pas du tout régresser. Donc, oui, je sens que vous lisiez quelque chose, non? Oui, mais je lisais la lettre. La lettre, alors c'est quoi? Oui, allez-y. Non, parce que ça m'étonne qu'ici, les points, c'est ça que je disais avant, les points ici, selon moi, c'est de démontrer que le premier homme n'était libre. Il n'était pas dans... Il était soumis aux affects, oui. Il est soumis aux affects, il faut donc regarder, il n'était pas au pouvoir du premier homme d'user correctement sa raison. Donc il n'était pas libre au sens spinoziste au nom du terme.
Oui. Dans les lettres, il me semble que l'objectif est un peu différent. Je lis que ça, l'interdiction faite à Adam consistait donc seulement en ce que Dieu a révélé à Adam que le fait de manger de cet arbre était suivi de la mort. De la même manière que, par notre compréhension naturelle, il nous révèle à nous aussi que le poison est mortel. Et si vous demandez à quelle fin lui a-t-il révélé cela, je donne cette réponse: pour le rendre plus parfait dans sa connaissance. Par conséquent, demander à Dieu pourquoi il ne lui a pas donné une volonté plus parfaite, c'est aussi absurde que de lui demander pourquoi le cercle n'a pas doté de toutes les propriétés de la sphère. Il semble que là, le but de Spinoza, c'est tout simplement de dire que l'histoire d'Adam ne signifie rien d'autre que Dieu a révélé à Adam les faits de la mort, en fait. Et pourquoi il a fait ça? Pour lui enseigner quelque chose. Il me semble que Spinoza ici est très clair. Je donne cette réponse pour le rendre plus parfait dans ses connaissances. Donc il semble tout simplement que Dieu ici est un enseignant. D'accord. Est-ce qu'on pourrait... Dans les TTP, l'histoire d'Adam, Dieu est un roi. Il donne les commandements de ne pas manger. D'accord. Ici, Et vous auriez une idée pour concilier ces deux textes-là, celui du traité politique et celui de la lettre que vous venez de lire? Est-ce qu'il y aurait moyen de concilier ou pas du tout? On doit penser que c'est deux interprétations complètement disjointes. Moi, ce que je crois, c'est tout simplement que ça dépend, c'est une histoire, c'est un récit, et donc son utilisation dépend du contexte. Quelque chose comme ça, bon, c'est mon idée, peut-être que c'est pas vrai, mais je crois que c'est ça. Il y a aussi un point, je me rappelle plus, je crois que c'est dans l'éthique, que Spinoza semble admettre qu'en fait Adam était libre avant la chute. Bon, ça serait vraiment bizarre aussi pour la philosophie de Spinoza, admettre qu'il y a eu un homme qui était libre pas dans le sens spinoziste, mais dans le sens dans lequel est libre Dieu. Là c'est un peu particulier, mais... Donc je trouve que ou Spinoza se contredit, ou peut-être qu'il croit qu'il peut utiliser cette histoire selon les contextes. Mais là... Il y aurait 1000 leçons à tirer. Vous vouliez intervenir, monsieur? Oui, c'est par rapport Ouais. à... Allez-y. Prenez votre temps et on va vous filmer. Allez-y, oui. Vous parlez bien fort, oui. C'est justement par rapport à la lettre que vous venez de dire et que ça semble être un peu choquant par rapport à ce que vous avez dit avant. Je trouve pourtant qu'il est en train de dire, je ne connais pas très bien Spinoza, qu'il est en train de dire que l'homme, il a été un automate, on peut dire hominidé, avant d'avoir la puissance de raisonner. Donc voir les jardins d'Éden comme l'époque d'avant les Homo sapiens. Et les moments quand il devient Homo sapiens, on peut dire qu'il a eu la puissance de choisir, de dire, c'est exactement écrit, et qu'il a pris cette connaissance par les fruits interdits. Et c'est justement ce pouvoir d'être homme, de choisir et d'avoir la raison, de choisir le mal s'il veut choisir le mal, et de choisir le bien s'il veut choisir le bien. C'est dans ce sens-là que je vois cette... Je ne sais pas si vous avez bien... Moi, je n'ai pas très bien compris ce qu'a dit monsieur, mais vous avez peut-être mieux compris que moi. Hein. Je voulais répondre. Allez-y. Non. Pourriez-vous... Non, mais je disais que dans le sens que l'homme, quand il était dans la nature, justement, quand vous dites qu'avant de tomber dans le péché, je voulais dire que dans le sens qu'il n'était pas formé, c'était une hominidé avant d'être... Vous connaissez ce que je veux dire? Ah oui. Donc avant d'être Homo sapiens, donc c'était un homme dans la nature, avant d'avoir la raison, pour dire vraiment, et qu'avant cela était les jardins d'Éden. Le moment quand il a consommé cette pomme, justement, c'était sa pleine puissance d'être un Homo sapiens et de pouvoir
raisonner, de créer la religion, si vous voulez, nous commençons de penser la philosophie, comme dans la Thérèse philosophe, on a commencé à penser, on a commencé à raisonner, c'est dans ce sens-là, et qu'il se tourne il va contre la religion, c'est dans ce sens-là. Il prend les mythes comme une évolution de l'homme. Je ne sais pas ce que vous... Non, Je ne sais pas si j'ai bien compris, Non. donc dans ce cas, pardonnez-moi, Je parle des côtés de la théologie, je fais un mot la théologie. je vous en prie, mais vous pensez donc à l'histoire du jardin, de l'Éden, comme si c'était une mythologie, mais qui expliquerait l'évolution humaine? C'est ça que vous avez dit? Oui, oui. Ok. Je ne sais pas, bon, je ne crois pas que Spinoza fait ça parce que, tout simplement, mais c'est mon idée bien sûr, tout simplement parce que je ne crois pas qu'il y avait idée de l'évolution. Ok? Toutes les religions, ils ont la même histoire. Hein. Adam, il est toujours présent dans chaque... C'est pas une histoire biblique, ça n'a rien à voir. Donc c'est justement penser que c'est une mystique humaine des pensées comme des efforts. Oui. Écoutez, j'aurais tendance, enfin, sauf si vous voulez, je ne vais pas vous prendre la parole. Non. Mais je pense que votre point de vue, c'est pas qu'on doit le rejeter, bien sûr. Tous les points de vue sont acceptables. Vous connaissez notre bienveillance. Mais disons que c'est, à mon avis, je pense que c'est pas du tout ça. D'une part parce que, comme vous l'a dit Martha, il n'y a pas de notion de l'évolution à l'époque, même aucune idée de ce que c'est, je pense. Mais c'est parce qu'en fait, et j'ai réfléchi pendant toute cette discussion, vraiment Spinoza se place pas du tout sur un point de vue historique, je pense, mais il se place sur un point de vue logique. Et si vous voulez, ce qu'il y a de frappant dans l'histoire d'Adam, c'est que ça peut se lire dans les deux sens. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre comment l'homme peut régresser. C'est que s'il est maître de lui-même, s'il est sage, on ne voit pas pourquoi il va chuter, mais ça peut se lire dans l'autre sens. C'est-à-dire, on ne voit pas comment l'homme, inversement, pourrait progresser. Parce que, donc, moi, je lis l'histoire d'Adam comme une espèce de... comme une des manifestations chez Spinoza de son esprit, je dirais, un petit peu fixiste, c'est-à-dire justement pas évolutif. C'est-à-dire, vous savez ce que dit Spinoza à la fin de l'éthique, le sage, j'ai déjà dit tout à l'heure, mais je répète, est conscient de lui-même, de Dieu et des choses par une certaine nécessité éternelle, et l'impuissant, en revanche, est tout à fait le contraire, c'est-à-dire qu'il est inconscient de lui-même, du Dieu et des choses, et sitôt qu'il cesse de pâtir, il cesse aussi d'être. C'est-à-dire, c'est comme si c'était des personnages qui étaient en quelque sorte rivés à leur sort, à leur destin, si on veut parler en termes spinozistes, à leur puissance, et qui ne pourraient pas facilement en changer. Alors, ça c'est un problème pour M. Maté et pour toutes les théories de l'éducation, je suis bien conscient, mais je dois dire que chez Spinoza, quand vous lisez Spinoza, à certains moments, vous avez l'impression qu'il ferme un peu les portes logiquement, vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes puissant, il n'y a pas de raison de devenir impuissant. Vous êtes impuissant, ça ne va pas être très facile, il dit même à la fin, ça va être très difficile de devenir puissant. Vous voyez, donc moi je dirais un peu cette histoire-là, mais donc c'est toujours le point de vue logique. Et c'est pour ça que personnellement, c'est ce que me reprochait mon directeur de thèse dans l'ancien temps, Jean-Marie Bessade. Et quand je lui ai donné ma thèse à relire, il m'écrivait en gros, écrivait au crayon, « Ramon, vous êtes un éléate !» C'est-à-dire, c'est être ou non être. Socrate, si tu es ignorant, si Clinias est ignorant, et que tu enseignes la grammaire à Clinias, alors tu tues Clinias. Parce que si Clinias, savant, n'est plus le même que Clinias, ignorant. C'est toute la sophistique, c'est tout l'éléatisme, c'est tout le fixisme. Et Spinoza a un petit peu cette pente, oui. En fait, ma question porte plutôt sur... Ma question porte plutôt sur la lecture que Deleuze a fait de Spinoza. Ouais. Mais par exemple, je crois que quand il parle, et je ne sais pas si c'est légitime cette lecture, parce que nous avons cette controverse autour de la question de la substance et les attributs, par exemple. Et à mon avis, ce que
Deleuze a essayé de faire, il a essayé de comprendre, parce que Spinoza, c'est Spinoza qui fournit ou qui est à la base de l'ontologie de Deleuze, mais il a compris à partir de la question de la logique stoïcienne. C'est-à-dire, il a compris l'attribut en tant qu'un, pas attribut dans le sens d'Aristote, mais plutôt dans le sens de Zeno, de Cléante, etc. Les autres comme ça, les autres helléniques plutôt que les autres classiques. Et je me demande si déjà chez Spinoza, il y a une préférence pour les auteurs stoïques afin de développer son idée d'attribut qui n'est pas du tout aristotélienne du coup. Ou est-ce que c'est une innovation pure de Deleuze, ça? Je laisse répondre quelqu'un d'autre. Donc, vous avez une idée pour répondre à ça? C'est pas, mais je crois en gros que la critique de Spinoza, la critique de Spinoza contre Aristote et Platon, oui. C'est un peu clair parce que ce n'est pas dans une lettre. Non, oui, c'est aussi dans une lettre que Spinoza, je sais pas, il a répondu à qui? Oh, pardon. Il a répondu à quelqu'un en disant que si vous préférez à Adonis et mentionner les historiques, non, je ne sais pas, mais il dit que votre référence sont Aristote et Platon qui méritent pas beaucoup de choses à mes yeux. Donc, je crois la distance entre... Il parlait de Démocrite. Démocrite. Oh, Démocrite, voilà. Oui, c'est Démocrite. Donc, en gros, je crois la distance entre Spinoza et la tradition périphérique et platonicienne est claire. À mon avis, mais de l'autre côté, son affinité avec les stoïciens, je ne sais pas, peut-être M. Ramon, oui. Travaille beaucoup. Non, mais oui, mais enfin, sauf si vous voulez dire quelque chose à ce sujet. Il y a des affinités, bien oui, sûr, avec le stoïcisme. Oui, parce que je crois qu'en apparence, la conclusion ou la démonstration, on voit cette similarité entre les deux systèmes, mais je ne sais pas s'il y a des textes clairs. Oui, écoutez, non mais enfin, de toute façon, non, mais là si vous regardez Spinoza et le stoïcisme, vous avez la conclusion de l'éthique 4, c'est-à-dire chapitre 32 de l'appendice, qui est un texte complètement stoïcien. Oui, Spinoza dit, je ne sais pas tout à fait par cœur, mais presque, notre accomplissement, en gros, il dit, ou ce que nous pouvons faire de meilleur, enfin quelque chose dans ce genre-là, c'est lorsque la meilleure partie de nous-mêmes, à savoir l'entendement, trouve son accord avec la nature entière. C'est pratiquement les mots de l'éthique 4 conclusion. Donc ça, c'est un texte complètement stoïcien. Mais dans la préface de la troisième partie de l'éthique, de la cinquième, de la troisième, et puis de la cinquième, il s'en prend énormément aux stoïciens, explicitement, et à toute leur théorie, enfin tout le cartésianisme, et il met dans le même panier, si j'ose dire, Descartes et les stoïciens, en disant que certains auteurs ont cru qu'on pouvait devenir maître de soi, se dresser soi-même, etc. Mais ça, comment dire, ça fait juste rire, enfin, il est très agressif à ce moment-là. Parce que Spinoza ne croit pas du tout qu'on puisse se diviser en deux, dont l'un serait maître de l'autre, où il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas de nous. Ça, c'est des choses qui nous sont complètement étrangères. Donc, je pense que du point de vue éthique global, le spinozisme ressemble beaucoup au stoïcisme parce que c'est un pan-rationalisme très, très fixiste. Il y a une espèce d'attitude générale qui se ressemble. Mais dans le détail, il n'accepte pas du tout la distinction fondamentale. Il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas de nous. Et le finalisme stoïcien. Voilà, il n'y est pas du tout. Alors, quant à la théorie de l'attribution, moi c'est pour ça que je ne voulais pas répondre moi-même, mais, parce que je ne veux pas passer mon temps à ne pas être d'accord avec Deleuze, mais je crois que c'est quand même c'est cette idée d'une relation logique qui serait plutôt stoïcienne que péripatéticienne. Je ne sais pas, enfin, je ne la vois pas vraiment chez Spinoza, bon, mais je sais bien que Deleuze en parle souvent, mais ça me paraît pas, je ne saurais pas en donner d'exemple clair. D'ailleurs, ni chez Spinoza, ni en général, c'est ce que je veux dire. Oui, il y avait quelqu'un qui voulait... Vous voulez parler? Non, c'est une erreur, d'accord. Vous avez levé la main par mégarde.
Est-ce que j'ai d'autres personnes qui travaillent sur Spinoza? Ici, nous avons, bon, Monsieur Srijan Usir travaille en fait sur Derrida, Daniel travaille sur Spinoza, Monsieur Donoso travaille sur Spinoza, Monsieur Maté aussi, là Monsieur aussi travaille sur Spinoza. Donc on a ici beaucoup de doctorants sur Spinoza. Peut-être certains d'entre vous veulent intervenir, vous dire quelque chose, vous poser une question. Oui, monsieur. Alors là, nous avons affaire à un monsieur qui est en licence de philosophie et qui suit mon cours de philosophie moderne. Attendez, monsieur Gary Silva. Voilà. Donc vous pouvez enlever votre masque pour parler et puis après vous le remettrez. Voilà. Moi, j'avais une question à propos de la lettre 2 dont on a parlé tout à l'heure. Oui. Je connais trop mal Spinoza, donc je ne sais pas, mais je suis curieux de savoir comment ça se fait qu'il n'y a pas de subjectivité chez lui. Je voudrais savoir si vous pouviez développer cette... Pas de subjectivité. Il me semble que c'est ce que vous avez dit. Oui, bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Bon, bah là, Daniel, répondez. Non? Pourquoi il n'y a pas de subjectivité chez Spinoza? Vous pourrez peut-être dire quelque chose, non? Vous qui êtes un spécialiste du Spinoza althusserien. Procès sans sujet, alors là, vous êtes le spécialiste. Ou alors vous sur l'aliénation, enfin vous êtes à côte, là vous pouvez répondre 100 fois. Je vais pas, sinon je répondrai, mais enfin là, franchement. Non? Ça vous embête? Non, si vous ne dites pas, je ne vais pas vous forcer non plus. Moi je peux dire une chose. Ah, Mario Donoso. Bon, je prends la parole juste pour introduire la discussion. On pourrait bien parler chez Spinoza des processus de subjectivation. Et je pense qu'on pourrait bien parler des subjectivations plutôt que de subjectivité. Surtout quand on pense aux affects et aux dynamiques de l'imagination. Et surtout aux mécanismes, à mon avis, le plus important par rapport à ça, qui est le mimétisme, qui est l'imitation. Et donc, quand on parle de mimétisme, on voit d'une appropriation des affects qui permet la composition des figures subjectives, plus ou moins définies. Et je pense que c'est un peu la base de ce qu'on pourrait appeler subjectivation. Bon, je lance le sujet, si vous êtes d'accord ou pas. Je pense que c'est un sujet qu'on pourrait débattre, c'est pas tout à fait clair. Mais à mon avis, il y aurait bien sûr une esquisse chez Spinoza de ce qu'on appelait plus tard la subjectivation. Ça me semble une très belle réponse. Je ne saurais pas dire mieux. Oui, il faut toujours penser, il faut toujours se souvenir que Spinoza se conçoit vraiment un peu en opposition avec Descartes, vous voyez. Et donc, chez Descartes, il y a « je pense donc je suis », donc ça, évidemment, figure subjective par définition. Et puis Spinoza, en réponse à ça, écrit en Éthique 2, définition 1 ou 2, je ne sais plus, bon, non pas « je pense donc je suis », ce qui serait la phrase de Descartes, mais il écrit « l'homme pense ». Vous voyez, c'est-à-dire, dans cette phrase, « homo cogitate », il n'y a pas de sujet, c'est l'homme à la troisième personne du singulier. Donc, il y a chez Spinoza très clairement un refus de la position subjective cartésienne avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire le côté un peu transcendantal, la liberté, la conscience de soi qui est évidente, etc. Enfin bon. Et donc, il n'y a que, comme dit Mario Donoso, des procès de subjectivation, c'est-à-dire qu'on adopte des figures subjectives. Donc, un peuple peut être en voie de subjectivation. Par exemple, si vous votez un référendum, vous faites un procès de subjectivation. Vous apparaissez en figure, vous adoptez une position subjective, c'est celle qui va choisir, discuter, imposer, etc. Et après, cette position peut s'évanouir au profit d'une autre position subjective, dans d'autres circonstances, etc. Mais il n'y a que des procès de subjectivation, mais pas de véritable sujet. On est d'accord, hein. Vous êtes d'accord? Bah, on est tous d'accord, alors tout va bien. Bon, donc effectivement, je pense que bon, il y aura encore beaucoup d'autres choses à dire, mais ça c'est vraiment effectivement le point fondamental. Bon, bah écoutez, est-ce qu'il y a encore d'autres remarques ou d'autres questions? Peut-être qu'on pourrait... Monsieur Maté, oui. On pourrait demander quel est l'état de l'édition de la correspondance en Italie? Quelle serait pour vous une bonne édition des lettres? Et est-ce qu'il y a des recherches hypertextes sur la correspondance en Italie?
une version hypertexte de la Non, correspondance? malheureusement, non. Non, au moins. À ma connaissance, non. Et ça, c'est trop mal parce que ça c'est vraiment nécessaire. Quant aux meilleures éditions, on l'attend parce que, comme je disais tout à l'heure, et comme relevé en fait Giovanni Licata dans son article, le problème là, ça serait qu'on devrait faire une nouvelle édition, en effet, de la correspondance. Donc maintenant, toutes les éditions sont bonnes, je dirais, dans le sens qu'ils n'ont pas fait ce travail, n'ont pas pris ces soins, avec tous les problèmes philologiques et d'interprétation, donc, qui Licata a soulevé. Donc, je ne peux pas suggérer une édition plutôt qu'une autre. Je n'utilise 3 ou 4, ça dépend des moments. Après, je les confronte, mais... On n'a pas parlé de votre thèse, mais votre thèse, c'était l'usage des citations des historiens Latin, ouais. latins dans l'œuvre de Spinoza. Ouais. Quel Oui, rapport vous faites avec les échanges épistolaires? En quoi les exemples valent-ils argument? Est-ce que Dans la correspondance. vous les lisez comme des scoli ou plutôt des... Non, je n'ai pas compris votre question. Les lettres, est-ce que vous les lisez ou vous les proposez à la lecture comme des scoli, des usages de citation à la manière de celle que vous avez travaillé dans votre thèse? J'ai proposé de voir certains passages de Spinoza comme des citations. Bon, ça, c'était pas moi, en fait. C'était un travail qui a été plus ou moins déjà fait. J'en ai ajouté certains, mais... Bon, j'ai essayé de lui donner une interprétation plutôt de pourquoi Spinoza se trouve à citer certains historiens latins, en plus qu'il refuse toute autorité, donc on ne comprend pas bien pourquoi après se référer aux historiens. En plus, il ne le fait pas de façon explicite. Bon, là, c'est aussi un problème des livres au XVIIe, qu'on n'utilisait pas, bien sûr, le système de citation qu'on utilise maintenant, qui est vraiment sévère après virgule et tout ça, mais il les cite très librement. Elles sont parfois vraiment insérées dans son langage, mais quand même sont des citations, c'est évident. Et donc, ce que j'essayais de faire, c'est d'expliquer pourquoi, bon, suggérer pourquoi Spinoza fait ça. Et en effet, on doit considérer, comme toujours, les contextes ou écrire des politiques, parce que Spinoza fait ça surtout quand il écrit des politiques. Il le fait très peu dans l'éthique. Quand il écrit des choses politiques dans les TTP, mais surtout dans les TP, ils se sont, dans une certaine mesure, obligés à citer les historiens, parce que tout le monde faisait exactement ça. Vous ne pouvez pas écrire des politiques sans citer les historiens latins. À partir de Machiavel, ça, au moins, c'était quelque chose comme une mode. Écrire la politique, pour écrire bien de la politique, on devait se fonder sur l'histoire, surtout sur l'histoire romaine. Donc, Tacite, en course, et tout ça. Et donc, ce que j'ai essayé de voir, c'est exactement ça pourquoi Spinoza l'a fait. Il l'a fait parce qu'en fait, tout le monde faisait ça. Ce qu'il fait de vraiment différent, c'est de donner à ses citations un sens complètement différent. Parce que la majorité interprétait des textes de une certaine façon. Il l'a fait de façon complètement différente. Et ça, c'est évident dans le chapitre 29 du chapitre 7 du TP, que c'est où essentiellement il critique la version que la majorité des politiques et des historiens donnent des masses, la foule. C'est très connu. Et il utilise toute citation de Tacite, mais renversant complètement la signification. Là où les politiques qui étaient contemporaines de Spinoza disaient, vous voyez, Tacite avait bien compris que la foule désobéit tous les fois et ignorante,
ça fait peur, donc on doit la contrôler. Spinoza renverse complètement la citation. Bon, l'usage de la citation. Disons, ça nous démontre au contraire que ce n'est pas du tout comme ça, parce que si nous éduquons, ne donnons pas de l'éducation aux masses, c'est évident qu'après, c'est ça qui passe. Donc il renverse complètement la signification de toute la citation de Tacite, en fait. Dans la fameuse citation, vulgus terret nisi metuat, c'est-à-dire la foule est terrible quand elle ne craint pas. Exactement. Et quel était le sens chez Tacite alors? Le sens de Tacite, bon... Parce que la phrase est très explicite. Vulgus terret, la foule est terrible, elle fait peur. Nisi metuat, si elle n'a pas peur elle-même. Donc ça veut dire qu'il faut faire peur à la foule pour pas qu'elle soit terrifiante. Donc Tacite disait autre chose. Oui, Tacite, c'était souvent très ironique. Ah, d'accord. Et en plus, il y a beaucoup de citations qui sont dans Spinoza, mais que aussi les historiens et les politiques du temps utilisent, qui sont complètement abstraits du contexte. Bien sûr. Et donc, parfois, ces discours sont mis. Tacite les mit dans la bouche des personnages qu'il n'aime pas du tout. Donc dire Tacite a dit ça, oui, mais Tacite peut-être a écrit cette chose qui est prononcée par Tibère, qui notamment n'était pas un empereur que Tacite admirait beaucoup. C'est sûr. Donc ça c'est le problème avec les citations. On la prend, on l'abstrait complètement du contexte, on la pose là, mais en fait on n'a pas considéré que là c'est une chose, non seulement Tacite mettre dans la bouche de certaines personnes des choses qui après sont utilisées comme citation de Tacite, mais aussi qu'il était vraiment certaines fois très ironique. Vous avez dit à un moment que Spinoza le néerlandais n'était pas sa langue naturelle, sa langue maternelle, je veux dire. C'était quoi? C'était le portugais? Le néerlandais. Non, vous avez dit que le néerlandais n'était pas sa langue maternelle. C'était quoi sa langue maternelle alors? Le portugais alors? Oui. Le portugais, probablement, et les deux. Oui. En réalité, le portugais et l'espagnol. Portugais, espagnol. Espagnol, séfarade. D'accord. Parce que vous savez, tout le monde sait parmi les spinozistes que Spinoza a appris le latin un petit peu tard, avec son amour sans succès, la fille Van den Enden. Et donc, quand vous apprenez une langue, qu'est-ce que vous faites? Vous apprenez des passages entiers, vous apprenez des passages de poésie, vous apprenez des morceaux de texte, etc. Et donc, ensuite, évidemment, il y a deux usages. Ou bien vous citez en disant un tel dit que, et vous mettez les guillemets, ou parfois vous utilisez simplement les mots que vous avez appris, parce que vous avez appris des phrases entières d'une certaine façon. Et pour vous, vous n'avez même pas l'impression de faire une citation, c'est-à-dire que vous répétez ce que vous avez appris, et donc de façon un petit peu raide, un petit peu non contextualisée, ça c'est tout à fait normal. Je ne sais pas si vous connaissez le livre de Jean-Claude Milner qui s'appelle Le sage trompeur. C'est un livre qui est paru en français il y a quelques années. Jean-Claude Milner est un philologue, un bon spécialiste de Spinoza. Ça vous intéresserait certainement parce que, en plus, on a fait des journées d'études sur ce livre il y a quelque temps et il explique qu'il y a un message caché dans le traité théologico-politique au chapitre 3. C'est tout ce qu'il dit des Juifs. Le fameux chapitre sur les Juifs où il dit que les Juifs se sont maintenus comme un peuple, bien qu'ils n'avaient pas de patrie, en entretenant un certain nombre de choses qui sont par exemple la circoncision et aussi se faire détester par tous les autres peuples. Et donc, à cet endroit-là, il fait une comparaison avec les Chinois. Et il dit, de même, les Chinois ont gardé une coiffure spéciale, une natte, et qu'ils refusaient absolument qu'on la leur coupe, etc. Et donc, Jean-Claude Milner a écrit un livre en montrant que Spinoza avait lu les historiens qui expliquaient exactement ces histoires de coiffure chinoise, et donc que Spinoza avait dans sa bibliothèque, et il dit en fait exactement le contraire. C'est-à-dire que c'est tout à fait extraordinaire, c'est ce que montre Milner. Pour une raison qu'on ne comprend pas, Spinoza a lu certains historiens, on sait qu'il les a lus, ils sont dans sa bibliothèque, et puis ce qu'il en dit dans son livre,
c'est en fait pratiquement le contraire de ce que disent les historiens en question. Notamment cette histoire de natte chinoise, les sources qu'avait Spinoza ne disaient pas du tout ce que dit Spinoza. Et de même pour Spinoza dit à un moment, en Espagne, vers le XVe siècle, je me trompe peut-être, on a décidé d'intégrer les Juifs dans la société espagnole, et ils ont pour ainsi dire disparu en quelques décennies parce qu'ils se sont fondus dans la population. Il dit ça pour expliquer que si on... C'est la fameuse thèse de Jean-Claude Milner, c'est-à-dire qu'il y a deux choses qui menacent les Juifs. Il y a l'extermination sanglante, l'Inquisition, les camps de concentration, etc. Mais il y a aussi une sorte d'extermination soft qui est le fait de les éduquer, les accepter dans la société, qui changent de nom et qui disparaissent en quelque sorte. C'est ce qu'on appelle les Juifs de savoir, qui ont été en Allemagne avec Mendelssohn, Jacobi, etc. au XIXe siècle. Mais donc Spinoza dit, à propos de l'Espagne, il dit que lorsqu'on a autorisé les Juifs à s'intégrer dans la société espagnole, en quelques décennies, ils ont pour ainsi dire disparu. Et puis, il y a une source là. Mais en fait, la source ne dit pas ça du tout, parce qu'il n'y a eu aucun moment dans l'histoire espagnole où les Juifs ont été vraiment intégrés. Vous connaissez bien cette source histoire. En fait. Allez-y, enlevez votre... Il y a des historiens qui ont travaillé là-dessus. Ils ont trouvé des textes d'un auteur qui s'appelle González de Federico, ouais. qui a écrit un traité à l'époque de Philippe IV, donc à l'époque d'Olivares. C'était un moment très particulier dans lequel la monarchie hispanique, surtout les premiers ministres, voulaient attirer tous les banquiers juifs portugais à la couronne pour financer sa politique. Et surtout, ils voulaient lutter avec le pôle plus radical de l'Inquisition pour cacher un peu ses alliés juifs portugais. Et il y a un historien, plutôt on dirait économiste, parce qu'il a fait un traité d'économie, comment améliorer les trésors de la couronne espagnole, qui est González de Federico, qui a publié ses pamphlets, dans lesquels il essaie un peu de montrer ces visages plus humanitaires de la monarchie espagnole qui a permis l'intégration des Juifs sans poser des problèmes. Et apparemment, d'après plusieurs historiens, il y a Jérusalemi, et il me semble aussi que Netanyahu a écrit là-dessus. Je ne me rappelle plus de sources exactes. Jérusalemi, il a écrit un article là-dessus. Apparemment, il pourrait avoir une référence, encore une fois, une citation en direct de Spinoza au texte de Federico. Donc, c'est peut-être la raison, parce que sinon, il n'y a pas de source qui va libérer la thèse de Spinoza. D'accord. Ah oui, d'accord. Parce que Jean-Claude Milner dit que Spinoza ne pouvait pas ignorer qu'il y avait toujours la loi de limpieza del sangre, la pureté du sang, etc. Et ce qui est drôle, c'est que Jean-Claude Milner connaît ces textes-là, parce qu'il fait des références aux historiens qui parlent de ces textes-là. Mais il omet ces textes, il n'a pas envie d'en parler. Ah, mais vous devez écrire un article là-dessus. Mais c'est très drôle, parce que si vous laissez les auteurs qui citent Jérusalemi, et Jérusalem est cité, et lui, il parle avec ces textes. Et d'autres auteurs aussi. Donc, il a une volonté de cacher ces textes-là. Parce que là, il pourrait bien sûr introduire un débat sur l'histoire plus précis, mais il cache ce débat-là. C'est intéressant, ça. Oui, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Donc, oui, il y a un rapport très compliqué aux sources. Oui, dans votre thèse... Ouais, tout à l'heure, il y avait une petite partie de Virgile. Enfin bon, on a identifié beaucoup de crypto-citations chez Spinoza. Mais vous savez, le problème des crypto-citations, c'est qu'on ne sait jamais où s'arrêter. Et je ne sais pas si vous connaissez la bande dessinée Lucky Luke, dans Jesse James, je crois, un des célèbres albums de Lucky Luke, il y a un des bandits qui ne parle qu'à travers des citations de Shakespeare. Et il dit... Bonjour, comment allez-vous? Othello, acte 3, scène 1. Ah oui, La tempête, acte 2, scène 1. Et donc, en fait, vous pouvez toujours avoir une crypto-citation, même pour dire les choses les plus banales. Donc, c'est très difficile de savoir où s'arrêter et où chercher la citation ou la référence. Mais en plus, comme vous disiez avant, avec Spinoza, qui a appris le latin très tard dans sa vie, et donc utilise des formules tout simplement parce que, comme vous disiez, il a appris à dire cette chose comme ça, et donc il a dit comme ça. Mais
pas une citation, c'est tout simplement qu'il a appris, Voilà. cet ordre des mots. Voilà. Je crois, bon, j'ai trouvé qu'il y a des façons pour discriminer, on Oui. dirait. Mais c'est surtout, je dis, pour la politique. Parce que Surtout la c'est politique. là que les citations étaient effectivement utilisées constamment comme des. Je ne sais pas, en français, c'est des pierres de touche. Oui, pierre de touche, Pierre exactement. de touche d'une théorie politique. Ça se dit en italien pareil, pierre de touche? Non, pas du Ah non. Ça, c'est un souvenir. La pierre de touche d'une théorie, c'est ça, oui, la pierre de touche, oui, tout à fait. Et donc, et votre si thèse va être publiée? Vous employez des extraits? J'espère. Oui, oui. Bon. On espère tous, parce que oui, c'est bien. C'est intéressant. C'est important que la connaissance du latin, du grec, l'hébreu se perpétue. Nous avons une élection présidentielle en France. J'ai toujours dit que je voterai pour le candidat qui rendra le latin obligatoire. Moi aussi, même si je ne veux pas. Ce serait une très belle chose. Bon, est-ce qu'on a encore une remarque ou une intervention, une question Bon, bah, écoutez, je pense que c'est donc tout à fait le moment de nous séparer. Nous vous remercions. Et donc, je vous dis donc à la prochaine séance. Alors, je n'ai malheureusement pas ouvert mon document, donc je ne sais pas quand c'est. Je crois que c'est en février. Zarka. Le 13 février. Le 13 février, voilà. Et ce sera devrait être Yves-Charles Zarka, c'est ça? Bon, de toute façon, vous avez le site du séminaire, vous avez les affiches. Bon, les annonces sont récurrentes. Et on se retrouvera donc en 2022 si la situation épidémique évidemment le permet. Donc merci beaucoup pour votre présence, votre attention, vos interventions. Merci à notre auditrice, à notre intervenant et à la prochaine fois. Merci. Merci beaucoup. Très intéressant.